Bonjour à toutes. Bonjour. Ok, j'ai tout le monde. Jean-Vivi, Tiani, Shin, Dongchi, Dongche, je sais pas comment je dois dire. Et Huijen, c'est ça? Oui, Donc, c'est Dongche ou c'est ça? Allô, allô? Dongchi? D'accord. Ok. Bienvenue à toutes les cinq. Je m'appelle Vincent. Je vais être votre professeur de français aujourd'hui. On a une leçon au niveau B2, je pense, si je me trompe pas. Ah ouais. Ok. Donc c'est un cours de littérature. Donc on va faire ça ensemble. C'est assez amusant. Attention, le vocabulaire est un petit peu difficile. Donc il faut rester assez focus. Je pense que si vous avez le niveau B2, vous avez toutes un bon niveau de français. Donc je vais parler français quasiment tout le temps. Ok? C'est bon pour vous? ok, d'accord. C'est d'accord? Super. Ok. Alors je vais partager mon écran et on va commencer. Hop, hop. Et voilà. Ok. Alors, est-ce que tout le monde voit? C'est bon? Les genres littéraires? Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Juste pour information, c'est assez étrange parce que vous êtes cinq étudiantes. Ni们都是中国人吗？Ah oui, je suis chinoise. Oui, moi aussi. Mais du coup, Voilà. je parle chinois aussi. 我听不懂。不，我不会说中文，听不懂。Non, vous Bah, pouvez parler donc, on chinois. va, on va, non, 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 on va parler français. C'est le cours de français, c'est pas le cours de chinois. Alors, donc, un cours sur la littérature aujourd'hui, c'est un peu compliqué, c'est un tout petit peu complexe. La littérature, selon les pays, est relativement différente. Les styles et l'écriture est très, très, très différente si vous allez d'un pays à l'autre. Donc, surtout pour des grands pays, pour des pays avec une culture relativement longue. Donc, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Chine, bien sûr. Vous avez des types d'écriture qui sont différents. Donc, si vous prenez des grands romans, par exemple Sanguo, vous allez avoir Three Kingdoms. C'est des romans qui sont de littérature plus ou moins ancienne avec une culture très forte. Donc, on va essayer de définir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire un genre littéraire, qu'est-ce que c'est un genre littéraire court, et quels sont les mots et le vocabulaire adapté. On va faire ça maintenant. Alors, donc l'objectif, je peux parler de littérature courte et employer des termes littéraires spécifiques. Je peux donner mon opinion sur mon genre littéraire préféré. Donc on va voir ce que vous aimez le plus, quelles sont les histoires que vous aimez le plus. Ok, Tieni, est-ce que tu peux lire ça? Quelques genres courts. La nouvelle, le récit, le conte, la poésie. Tous ces styles littéraires sont des genres de récits courts. Donc une nouvelle est un style de roman court. Elle peut faire 30 ou 40 pages. C'est un roman, mais très court, très raccourci. Un récit, même chose, une petite histoire. Un conte, vous en connaissez certains. Par exemple, je ne sais pas moi, Le Petit Chaperon Rouge. Ça, c'est un conte très connu. Et puis vous avez de la poésie. C'est là que c'est le plus difficile. La poésie change dans tous les pays. Toutes les cultures ont de la poésie. Vous avez la poésie française, arabe, de la poésie chinoise, japonaise. Chaque pays a un type de poésie différente. Et c'est très très culturel, ça change énormément. Alors,
on va s'échauffer un tout petit peu. Chine, est-ce que tu peux lire ceci? Une œuvre littérature peut être classée Hop, par hop, hop, son... hop, Ah hop, ouais, hop, non. hop, 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 hop. Va pas trop vite, hein. Ah, d'accord. Une œuvre littérature peut Non, être classée... non, littéraire, d'accord. oui. Une- Excuse-moi. ouais. Tu es en B2. Les étudiants qui sont au-delà du B1, généralement, ont un très bon niveau. Le problème, c'est que ton niveau est très bon, du coup, tu ne fais plus attention. Tu vas trop vite. Et c'est là, c'est l'erreur que tu fais, parce que tu as entendu très souvent œuvre littéraire, donc œuvre de littérature. Donc tu vas changer, tu ne lis plus le mot, tu le dis, bam, direct. Fais attention, prends ton temps. Une œuvre littéraire peut être classée par son contenu. Vas-y. Continue. Oui, bien sûr. Euh, ben, ok. Euh, je peux, je peux parler mon nom. Oui, d'accord. Euh, une Je préfère œuvre, doucement et bien que vite et mal. d'accord. Une œuvre littéraire peut être classée par son contenu, par sa forme et aussi par son longueur. Ça, Les con et sa long ça, par, longueur. par sa longueur. Les contes sont un exemple de genre narratif bref. Narratif. Ah, Nar- narratif bref. oui. Tu vois, c'est le problème. Il y a probablement des professeurs qui, au début, ne t'ont pas corrigé sur la prononciation. Moi, je suis terrible pour la prononciation. Je suis, c'est ce que je dis, c'est ce que dit ma femme, hein. Il se trouve que ma femme est chinoise, donc elle me dit, OK, Hoidan, c'est moi, hein, Hoidan. C'est-à-dire, je suis terrible pour la prononciation. Parce que si tu ne le dis pas bien au début, c'est pour toute ta vie, tu vas le dire mal. Donc, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est comme récit? Dongchi, le petit. Oui, bien sûr, c'est un exemple de conte français. Alors, Charles Perrault est un personnage qui a vécu au début du XVIIe siècle. Donc le voilà, vous voyez, hop, le voilà ici. Il est magnifique, il est superbe, c'est lui. Donc Charles Perrault a fait des contes pour enfants, il a fait énormément de contes pour enfants. Vous en connaissez beaucoup. Il y a un autre groupe il y a deux frères également en Allemagne qui ont créé beaucoup de contes. Ce sont des frères Grimm. Alors eux, ce sont deux frères. Ils ont vécu un peu plus tard, au 19e, je pense, et eux ont refait ont mis en lumière, ont mis dans une œuvre tous les contes oraux que l'on avait en Allemagne. Si vous connaissez par exemple Blanche-Neige, Snow White, c'est un conte allemand, c'est un conte des frères Grimm. Par contre, La Belle et la Bête, c'est un conte français. D'accord? Donc vous en avez plein et généralement c'est assez drôle, mais il y a toujours une petite histoire là derrière. Il y a toujours une idée. Vous connaissez l'histoire du petit chaperon rouge. C'est une petite fille qui rencontre un loup. Le loup lui dit, vas-y, amuse-toi. Il passe dans la forêt, il mange la grand-mère et il attend la petite fille. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de donner des informations, de dire attention aux petites filles, n'écoutez pas les hommes qui vous parlent dans la rue. Évidemment, le loup, c'est le prédateur, hein, c'est l'homme qui va agresser la petite fille, bien sûr. Alors, on a d'autres genres littéraires. Huijen, est-ce que tu peux lire ça? Poésie, nouvelle, récit, conte, légende, mythe, fable, histoire. D'accord. Donc, poésie, nouvelle, récit, conte, ça on les a fait tout à l'heure. Légende,
C'est pas tout à fait la même chose, une légende. Une légende peut être très, 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 très courte, d'accord? Mais c'est un récit, c'est un conte, c'est un récit. Un mythe, ce n'est pas une légende. Généralement, ça fait appel à la mythologie. La mythologie, vous en connaissez certaines, c'est culturel. On a deux grands types de mythologie, trois grands types de mythologie en Europe. Vous en avez aussi en Chine, bien sûr, mais on en a deux principaux. La première, c'est la mythologie grecque. Vous la connaissez, vous avez déjà entendu plein de récits sur les dieux. Vous avez même vu des dessins animés là-dessus, comme par exemple celui-ci, que vous connaissez très bien, parce que si vous êtes en Chine, vous connaissez forcément ce genre de choses, vous avez forcément vu les dessins animés, et ça, c'est tiré de la mythologie grecque. Après, vous avez la mythologie nordique, c'est-à-dire scandinave. Celle-là, évidemment, c'est toute la mythologie que vous retrouvez dans le nord de l'Europe. D'accord? C'est toute la mythologie des dieux, des géants, des dracars, etc. Sur cette mythologie a été créé le Seigneur des Anneaux. D'accord? C'est sur la mythologie scandinave qu'a été créé le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux est un mélange entre la mythologie scandinave et la mythologie française, c'est-à-dire la mythologie celtique, qu'on n'entend pas souvent, que vous ne connaissez pas très souvent, et qui est en fait la mythologie qui se situait en France, que vous ne connaissez pas bien en général. C'est une mythologie de la forêt. On connaît bien souvent la mythologie scandinave, mais on ne connaît pas très souvent la mythologie française. On ne la connaît pas tellement, la mythologie celtique. C'est dommage, parce que c'est très intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner. Ok, alors, introduction au genre littéraire. Cette fois, c'est Vivi qui va lire. Vas-y. Les genres littéraires sont de différentes catégories qui peuvent être classées selon leur fond et leur contenu. Voici les trois genres littéraires principaux. Tout à fait. Excuse-moi, chacun va lire un petit peu, ne t'inquiète pas. Je vais faire lire tout le monde. Tienyi, vas-y, le premier, puis Shin le deuxième, et donc Chi le troisième. Vas-y. Le genre narratif. Cela consiste en des histoires racontées par un narrateur. Les personnages peuvent intervenir au travers des dialogues. Habituellement, le récit narratif est écrit en prose pour les romans ou les nouvelles, ou parfois en vers pour les fables. Est-ce que tu sais la différence entre la prose et les vers? La prose en vers, non. La prose, c'est ce qu'on fait là maintenant. Maintenant, on parle en prose. D'accord? C'est-à-dire qu'on va simplement utiliser un dialogue normal. C'est de la prose. C'est ce que tu trouves dans les romans, par exemple. Les vers, eux, suivent des règles très particulières. Donc, par exemple, on va répéter la dernière syllabe. Ou bien on va avoir un certain nombre de pieds. Donc, les pieds, ce sont des syllabes dans une phrase. Et ils vont se répéter. Je vais vous montrer ce que c'est rapidement. Donc, poème en vers. Un des plus grands poètes en France, c'est Baudelaire, hein, bien sûr. Je vais vous le montrer. Si j'en trouve un, je ne sais pas. Donc, par exemple, ici. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Donc dans ce cas-là, vous voyez, on va répéter le i et le i, ou le et le
et. On va doubler. Ensuite, on les met par 4 généralement. Et puis, on va avoir un certain nombre de pieds, c'est-à-dire probablement ici des décasyllabes. J'ai perdu mes amis et ma gaieté. 10 décasyllabes. Vous pouvez avoir des alexandrins ou des octosyllabes. Donc, c'est 8, 10 ou 12. Octosyllabes, 8. Décasyllabes, 10. Alexandrin, 12. Par exemple, un alexandrin, c'est laissez-moi le loisir d'en garder le secret. Voilà, 12. Ça, c'est un alexandrin. Alors, on en a plusieurs autres. On a également le genre lyrique. Vas-y, donc, Chi. C'est moi? Ah non, c'est pas moi. C'est peut-être. Chine, c'est à toi, peut-être. Oui, excuse-moi. Vas-y. D'accord, oui. Le genre lyrique, l'auteur exprime des sentiments et des émotions. Habituellement, les récits lyriques sont en vers, comme par exemple les poèmes ou les chansons. Parfait. Parfait. Très bien. Ça, vraiment, c'est bien. C'est-à-dire que tu atteins le niveau où je ne sais plus que tu es chinois. Donc, si je ne te vois pas, je ne peux pas dire ah, il est chinois ou ah, il est espagnol. C'est ça que je veux. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème, hein. Il faut simplement faire attention. Donc, Chi, tu peux dire le troisième, le genre dramatique? Pas drama, drame. Drame. Oui. Oui, faites attention à l'anglais. La plupart d'entre vous, most of you have an excellent command of English. I know about it. But please, this is not English, this is French. Donc faites attention, même si l'anglais a 30 à 40% de mots français, hein. Mais ça aide, mais attention, c'est pas de l'anglais. Donc le genre narratif, le genre lyrique ou dramatique. Donc dramatique, ça va par exemple être une pièce de théâtre. Un des plus grands auteurs de théâtre français, de pièces dramatiques, c'est Racine. Donc je crois que c'est Jean Racine, je ne sais plus. Oui, Jean Racine. Donc c'est lui un des plus grands auteurs dramatiques français. Il a fait énormément de théâtre dramatique. Il y en a un autre également. Donc c'est un petit peu le Shakespeare français, hein, Racine. Vous en avez d'autres, hein. Vous avez Corneille. Alors pas la Corneille l'oiseau, hein. Corneille, lui, Pierre Corneille, d'accord? Ok. Alors, on continue. Les sous-genres narratifs. Ok. Huijen, vas-y, la nouvelle. Nouvelle, c'est une narration plus ou moins longue et plus ou moins complexe. Elle contient un thème bien développé et des personnages bien dessinés. Oui, oui. Alors dessiner, ouais, bon, pas trop, hein. Bien caractérisé plutôt que bien dessiné. Bien dessiné, ça peut vouloir dire qu'ils sont bien développés en fait, mais on va pas dire bien dessinés. On va dire des caractères profonds ou des caractères bien développés. J'aime pas trop ce mot-là ici, il n'a rien à faire là. Poème épique, Vivi. Désolé, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a la liaison entre plus ou moins ou Oui, plus ou moins complexe. Une autre question, je ne comprends pas quand tu dis Alexandre 12, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Alors, tu as trois types de pieds dans le nombre de vers, en fait. Chaque vers contient un certain nombre de pieds, c'est-à-dire de syllabes.
Donc, tu dois compter le nombre de syllabes. Dans le vers que je t'ai montré avant, tu vas répéter le nombre de syllabes. Si dans la première phrase, tu as 10 syllabes, puis 8, puis 8, tu vas en avoir encore 10 dans le quatrième. Tu peux aussi les mélanger. Tu peux mettre par exemple 8, 10, 8, 10. Tu peux faire comme ça. Tu peux également mélanger 12, 10, 12, 10 ou bien 12, 10, 10, 12. Tout ça, ça se mélange. Alors, tu en as trois types. Tu as les octosyllabes, les décasyllabes et tu as les alexandrins. Je ne sais plus comment on écrit d'ailleurs alexandrin, je crois que c'est comme ça. Je peux me tromper, mais je pense que c'est bon. Donc, tu as en fait un certain nombre de pieds et il faut qu'ils se répondent. Il faut qu'ils se connectent, en fait. Donc, tu dois les avoir de cette manière-là ou comme ça. Tu dois les mélanger, en fait, mais ils doivent se répéter. OK? Ok, merci. Tu vois ce que c'est? Oui, Dis-moi hein, si c'est bon. Sinon, je te montre un exemple. T'es sûr? C'est bon? oui, c'est bon. Allez, OK, c'est bon. Alors, du coup, je sais plus où on était. J'ai oublié. C'est Poème. moi. OK. C'est moi. Oui, Vivi, vas-y, excuse-moi. Poème épique, il raconte souvent, souvent de vers Non, 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 non. Forme. forme, de vers un exploit épique, légendaire ou fictif d'un héros associé au destin de Destin. son peuple. Destin de Destin son de peuple. son peuple. Donc, la nouvelle, on l'a dit, c'est un short story, hein. Donc, nouvelle, c'est vraiment quelque chose de très rapide. C'est 30, 40 pages, 50 pages. C'est un récit court. Un poème épique, là, va raconter, par exemple, une histoire dramatique. En France, on a beaucoup euh, on a beaucoup de poèmes épiques, mais c'est très souvent des poèmes d'amour. Donc, en gros, le poème épique le plus connu d'histoire d'amour, c'est Tristan et Iseult. C'est ça, d'accord? C'est ces deux-là. Donc, c'est un peu Roméo et Juliette, mais version française, si vous voulez. Par contre, Tristan et Iseult, c'est très ancien, hein. C'est beaucoup plus ancien que Roméo et Juliette. Mais c'est toujours les mêmes histoires. Et bien sûr, tout le monde meurt à la fin, c'est une catastrophe, toujours. Alors parfois, vous avez aussi des destins de héros, c'est-à-dire, ce sont des gens qui vont faire un exploit absolument exceptionnel. Si vous prenez la mythologie allemande, par exemple, vous avez par exemple Siegfried. Pas lui, hein, lui, d'accord? Donc Siegfried est un héros qui a tué le dragon Fafnir. Et il s'est baigné dans le sang de Fafnir et il est devenu invulnérable. Donc il avait une épée magique et il a pu tuer le dragon. C'est assez terrible hein, comme histoire. Mais c'est un des plus grands héros allemands, par exemple. Donc ça, c'est un poème épique. Alors, la chanson de geste, ça c'est pour Tieni. Chanson de geste, c'est un poème épique de l'époque médiévale, relatant les exploits d'un guerrier. Il est écrit pour louer les vertus d'un héros présenté comme modèle à suivre. Absolument. Donc, nous, on va avoir par exemple Roland, la chanson de geste de Roland. Donc, vous voyez, c'est à l'époque médiévale, donc c'est vraiment très très ancien.
C'est le héros médiéval par excellence, hein. Roland, c'est vraiment c'est le guerrier, hein. Il est mort en fait en sonnant du corps, donc tout le monde était mort. Il a tué je sais pas combien de gens, enfin bon, et puis il est le dernier à souffler du corps. Donc ça fait partie de la mythologie qu'on a en France. Ce sont des récits qu'on avait généralement en France au Moyen Âge, donc entre 600 et 1500, on va dire. C'est à peu près cette période-là, le Moyen Âge. Alors, le conte, ça c'est pour Chine. Euh, le conte, c'est un récit avec peu de personnages, une histoire simple et un cadre spatio-temporel peu développé. Il existe plusieurs types de contes. Les contes sont souvent courts, mais ils peuvent aussi être plus longs. Absolument. Alors, un des contes français de Charles Perrault, qui est le plus connu, ce n'est pas forcément celui que vous imaginez, c'est La Belle et la Bête, Beauty and the Beast. C'est un des contes les plus connus en France et c'est un conte qui est souvent enseigné aux enfants. L'idée qu'il y a derrière ce conte, elle est multiple. C'est-à-dire, on va par exemple dire attention, si vous êtes méchant, si vous êtes mauvais, vous serez transformé en une bête. C'est-à-dire, vous êtes un enfant, si vous ne vous conduisez pas bien, vous serez un méchant adulte plus tard. Et ensuite, on enseigne aussi aux jeunes filles à dire attention, l'homme que vous voyez n'est peut-être pas très beau, mais c'est quelqu'un qui peut être très bon à l'intérieur. Donc ce n'est pas simplement l'apparence, ce n'est pas juste le visage qui est important, c'est qui est la personne à l'intérieur. Le symbole de l'amour là-dedans, bah, c'est la rose en fait. Alors, le conte populaire. Donc, Chi, vas-y. Oui, les contes populaires, on les connaît moins. J'ai pas vraiment d'exemples comme ça. Ce sont des contes un peu moins connus et qui se transmettent généralement localement. Alors, le conte littéraire, Huijen? Conte littéraire. Ce conte est beaucoup plus élaboré et l'auteur est connu. Voilà, donc comme dans le cas de La Belle et la Bête. Ok. Alors, la légende, Vivi. La légende est un récit dans lequel un événement extraordinaire est rapporté comme réel pour expliquer de façon plausible des faits qui, en principe, sont inexplicables. Inexplicable. Inexplicable. Inexplicables. Ok, Oh, inexplicable. absolument. Alors, est-ce que tu peux faire, Vivi, la phrase suivante? La légende de la bête du Gévaudan expliquerait la mort violente des moutons de la région. Faites attention en sortant le soir. Oui, alors il y a une légende. Le Gévaudan, c'est pas très loin de chez moi, en fait, et c'est réellement arrivé. On n'a jamais compris ce qui s'était passé. Ça s'est passé au XVIIe siècle, donc il y a à peu près 300 ou 350 ans, et on a retrouvé énormément de gens morts, mais de manière mais horrible, terrible. Des familles entières démembrées, dépecées, explosées. On n'a pas compris ce qui se passait. Ça a été une vraie panique. C'est-à-dire que le roi a envoyé, donc à l'époque c'était Louis XV, c'était le papa de Louis XVI, le fils de Louis XIV, a dû envoyer l'armée. Ils ont envoyé des corps d'armée parce que les gens paniquaient. On pense, on n'est pas sûr, mais on pense que c'est un des premiers serial killers en France. On n'est pas tout à fait sûr. Ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est que ça a créé une vraie panique
dans les plaines du Gévaudan. Ce sont des plaines qui ne sont pas très loin de chez moi, qui se trouvent entre Montpellier et la Lozère. Très, très solitaire, très peu de gens, vous voyez, des grandes étendues, pas de forêt, mais peu de gens en général. Et aujourd'hui, on a même fait, vous voyez, une statue à cet endroit-là. Ça a vraiment créé une panique à l'époque. Est-ce que c'est une légende? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a eu des tas de morts, ça c'est sûr. Alors, le mythe, Tianyi. Le mythe, très lié aux légendes, essayait d'expliquer des faits liés à l'origine du monde, de l'être humain ou la nature. Chaque région du monde a ses propres mythes. Chaque région a ses propres mythes. Et en Chine, bien Mythes. sûr, on a ses propres mythes également. Alors, évidemment, pour nous, la mythologie de création du monde, je vous l'ai montré, c'est soit la mythologie grecque, soit la mythologie celtique. Donc, pour la mythologie grecque, généralement, c'est l'apparition des titans, donc, qui sont à l'époque, qui sont à la base, normalement, ce sont eux qui ont créé, qui ont démarré en fait la création du monde. Donc, par exemple, vous voyez ici Atlas qui tient le monde sur ses épaules, d'accord? C'est un titan. Là, vous avez Chronos, par exemple, qui est le père de tous les titans, etc., etc., etc. Chronos était le plus puissant. Pourquoi? Parce que Chronos, en fait, pouvait diriger, il contrôlait le temps. Oh, whoever controls time controls the universe. Si vous contrôlez le temps, vous contrôlez l'univers. Tout dépend du temps. Donc Chronos, chrono, chronomètre, chronometer. Donc c'est l'idée en fait du temps à la base. Alors dans la mythologie grecque, vas-y, est-ce que tu peux terminer? Dans la mythologie grecque, les sirènes sont des divinités de la mer. Elles sont à l'origine des naufrages de bateaux. Oui, on pensait qu'en fait, les bateaux qui allaient s'échouer sur les rochers et qui allaient se fracasser et mourir généralement, c'était dû aux sirènes. Les sirènes, en fait, ce sont des femmes. Ce ne sont pas des hommes comme on les représente généralement, ce sont des femmes. Mais ce sont des démons, hein, d'accord? Ce sont des... Comment on dit encore? Yaoguai. C'est des démons, hein, les sirènes. Attention, elles mangeaient les marins, elles dévoraient les marins, elles entraînaient les marins au fond de la mer. Donc, donc c'est ce type de monstre qu'on avait, qu'on imaginait. Alors, hop, la fable. Chine, est-ce que tu peux lire? La fable est un court récit qui met en scène des animaux avec le but de donner une leçon de vie. Elle contient en général une morale. Absolument. Dis aussi ça, vas-y. Euh, la fable du lièvre, non, lièvre, c'est ça. Ah, la fable, la fable du lièvre et de la tortue nous rappelle que rien ne sert de courir si l'on ne parle pas à temps. Est-ce que tu connais cette histoire, le Oui, lièvre et la tortue? C'est je une pense histoire... que en fait, on a pris cette leçon de l'école primaire Oui, bien sûr, aussi. Oui. bien sûr. Donc, les fables, en fait, c'est pour les enfants. Donc, le plus grand fabuliste, c'est-à-dire euh, le plus connu en France, c'est La Fontaine. La Fontaine, en fait, c'est lui. Il a vécu à l'époque de Louis XIV. C'était un fabuliste et il a fait plein d'histoires. Donc vous en connaissez peut-être certaines. Vous connaissez par exemple l'histoire de la corneille et du renard. Vous connaissez l'histoire eh bien du, je sais pas moi, le lion, le rat, la cigale. Vous connaissez peut-être
le lièvre et la tortue. Donc, en fait, à chaque fois, c'est l'idée de donner une leçon aux enfants. Donc, c'était très bien écrit. C'était écrit en vers, donc avec des pieds, avec des octosyllabes, des décasyllabes, des alexandrins, et c'était destiné aux enfants. C'était pour les enfants. Alors, les genres littéraires. Dans la littérature de votre pays, quelles sont selon vous les œuvres littéraires les plus connues pour chacun de ces genres? Donnez-nous le nom de l'œuvre et le nom de l'auteur, ainsi qu'un bref résumé pour chacun d'eux. Donc, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de récits que vous connaissez pour, je ne sais pas moi, pour les fables, pour les romans, pour les nouvelles, pour les récits mythologiques, etc., etc. Alors, on va peut-être prendre on va les prendre dans l'ordre, d'accord? Donc, est-ce que vous pouvez me donner la nouvelle la plus connue en Chine? Vous pouvez parler entre vous, hein. Parce qu'on a la chance que vous êtes tous chinois, donc ça tombe bien. On va prendre les nouvelles chinoises. Alors, d'après vous, quelle est la nouvelle chinoise la plus connue? J'ai un exemple. Par exemple, rêve dans le pavillon rouge. 说中文吗？是的，dis-le en chinois, comme ça tout le monde va savoir directement. 《红楼梦》算不算一种那个小说？ Oui, je crois que je l'ai vu à Shanghai d'ailleurs, ça. Je me rappelle plus, la Maison Rouge, ça me rappelle quelque chose, la Lanterne Rouge. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord avec Huijian? Excuse-moi, en fait, je suis pas sûr, j'ai bien compris la nouvelle. Donc, en fait, parfois, quand on lit quelque chose sur newspaper, Ah, la nouvelle, non, 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 non. non, 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 non. Ça, c'est les nouvelles. Ah, d'accord. Ça, c'est the news. Attention. Oui, tu as raison. C'est le même mot, mais ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, nouvelle, c'est short story, hein. C'est pas news. Attention. Short story, so it's not like a roman. C'est pas un roman, hein. C'est pas un roman, ok. C'est pas un roman. Alors, bon. vous êtes d'accord avec Huijian? C'est un des plus populaires, la nouvelle la plus populaire en Chine? C'est pas roman. C'est plus court que C'est roman. plus court que roman. Je vous l'ai dit, hein, c'est 30-40 pages. Un roman, ça fait 600 pages. C'est 10 fois plus long, un roman. Alors, tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense qu'on a compris parce qu'en fait, dans l'école, on a appris beaucoup de la nouvelle, mais maintenant, on oubliait. Alors, en Chine, quel est le plus grand poème épique en Chine? Poème épique, avec un héros. Ah, d'accord, je vois. Parce qu'en fait, je souviens à une Rome, cette Li Qingzhao, 生当作人杰，死亦为贵兄。不，hein? Oui, 生当作人杰，死亦为贵兄。 Ok, explique-moi en français. Oui, donc je pense que c'est une histoire en général dans Xiang Yu. C'est dans quelle dynastie? C'est dans quelle dynastie? Et ce poème, c'est de l'histoire, c'est, comment on dit, apaisé, comment on dit ça? Appraise, like appreciate what he has done before. Apprécier. Ouais. Apprécier, oui, oui, oui. Apprécier ce Ouais, ouais, ouais. qu'il a fait.
Ouais. Donc, la traduction, c'est si je suis, si je vis, je dois être un héros. Si je meurs, si je suis mort, je dois être héros de, de Diamond. D'accord. Oui, effectivement. Alors, il y a un peu de différence entre le poème épique et la chanson de geste. La chanson de geste est vraiment quelque chose de très, très français. On le trouve particulièrement en France. Donc, c'est en fait un poème épique, mais au lieu d'être une histoire, c'est vraiment centré sur un guerrier. D'accord? Donc, le poème épique peut être un héros, mais un héros n'est pas forcément un guerrier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est par exemple, euh, il y a des héros dans la mythologie qui sont pas des guerriers. Ce sont des chanteurs, des poètes. Il y a des histoires d'amour. Lorsque vous avez une chanson de geste, c'est la bagarre, hein. C'est vraiment le héros, c'est Cao Cao, hein. C'est vraiment le gars qui va tuer tout le monde. Donc ça, c'est un guerrier. Alors, quel est le conte le plus fameux en Chine? Allez, les autres, dites-moi un peu. Tianyi, quel est le conte le plus fameux en Chine? Le conte. Le conte. Il y a des contes quand même. Short story, right? Ah, c'est pas long, un conte, oui, effectivement. La différence entre conte et mythe. Alors, généralement, un conte est plus populaire. Le conte est plus populaire. Donc, c'est une histoire comme Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, ou La Belle et la Bête. Un mythe fait partie de toute une histoire. Donc, vous avez en fait une mythologie. C'est tout un groupe d'histoires qui vont ensemble. Un conte, c'est une histoire séparée qui n'a rien à voir avec le reste. C'est juste une histoire, une petite histoire bien précise sur un point particulier, avec des personnages que tu ne rencontres que là. Tu vas pas les rencontrer encore et encore. Donc c'est ça la différence. Alors, la nouvelle, c'est comme un petit roman. Un conte, c'est vraiment une histoire très courte. Donc, par exemple, tu vas avoir, je sais pas moi, euh, conte populaire. Tu vas avoir, comme je disais, voilà, un conte. Tu vas avoir le petit chaperon rouge, par exemple. D'accord? Ou bien Cendrillon, ça va être un conte. Ça va être très, très court. Ça va... Alors, par contre, si tu vas avoir une nouvelle, c'est pas comme un roman, c'est un peu plus long, ce n'est pas si populaire. Ça va prendre à peu près 30 ou 40 pages. Ça se ressemble à un roman. Si c'était développé, ça pourrait être un roman. C'est simplement une histoire un peu plus longue. Voilà la différence. Bon, tout ça se recoupe, hein, généralement, mais c'est vrai qu'après, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est quoi. Donc on en a deux types, les contes populaires et les contes littéraires. Cendrillon, c'est un conte littéraire, par exemple. Mais ce n'est pas une nouvelle, c'est pas assez long pour être une nouvelle. Donc un conte, c'est vraiment tout petit. Une nouvelle, c'est moyen. Un roman, c'est beaucoup plus long. On peut le voir comme ça, si tu veux. Excuse-moi, en fait, j'ai l'autre question sur le mot le compte. Donc, est-ce que c'est nécessaire le compte est fabuleux? Non, c'est pas fabuleux, c'est fictional. Pratiquement, Ouais. pratiquement toujours, presque toujours, il y a quelque chose de spécial. Même si tu prends le petit chaperon rouge, le loup parle. Ah oui, d'accord. Donc, il y a il y a toujours de la magie dans les contes. Toujours de la magie. Mais c'est une bonne remarque. Dans les nouvelles, il n'y a pas toujours il y a pas toujours de magie.
Donc, Que je dis en chinois, j'ai idée, mais je ne sais pas。黑猫警长算不算？还有那个阿凡提的故事，不知道你们看过没有？Ah oui, 算不算？我不知道。mais Avanti, c'est l'histoire arabe. ouais, 我觉得阿凡提是新oui,疆的故事。mais c'est pas grave. Donc, si vous prenez par exemple Aladdin, Notre Aladdin，c'est pas Aladdin, oui, mais 大 Aladdin，Aladdin, ce sont des contes. Ça, c'est un conte, par exemple. C'est un conte pour enfants. D'accord? Par contre, ça fait partie de la mythologie arabe. Parce que tout à l'heure, on m'a posé la question sur mythe et mythologie. La mythologie arabe, c'est tout un ensemble de choses. Hein. C'est tout un tas d'histoires avec des monstres, avec d'autres choses. C'est pas que Aladdin, quoi. C'est tout l'ensemble de tout ce qu'ils ont fait. Ok. Alors, légende, on l'a fait. Fable, on l'a fait. Ok. Connaissez-vous un mythe ou légende de votre pays? Racontez-nous. Alors, racontez-moi une histoire. Très court, hein. Peut-être je vais commencer. D'accord. Et, et je pense que c'est l'histoire qui s'appelle Wu Jia Hu Wei. Donc, c'est une histoire, non, c'est pas une histoire, c'est le conte entre le renard et un tigre. Donc, il est un jour, un tigre veut manger le renard. Et le renard dit, attendez, attendez, en fait, je suis plus fort que toi, donc, que vous. Donc, et le tigre a dit, ah, c'est pas vrai. Donc, le renard dit, non, je vous monter. Et après, le renard demande le titre, juste suivez-moi et je vais monter. Et quand le renard promenade avec le titre et tous les autres animaux très très peur, donc Ouais. le titre est très confusé, donc il pense peut-être le renard est plus fort que lui. Eh oui, ça c'est une leçon pour les enfants pour dire que l'intelligence est plus forte que la force. Il y en a d'autres, bien sûr. Par exemple, vous avez le chêne et le saule, le chêne et le roseau. Donc le chêne et le roseau est un conte qu'on enseigne aux enfants. C'est encore un conte de La Fontaine. C'est-à-dire que vous avez une histoire entre un chêne et un roseau. Et le chêne dit, voilà, je suis plus grand, plus fort, plus beau, plus puissant, plus dur, plus solide. Toi, tu es tout petit. Et évidemment, un jour, bah, il y a une tempête et le roseau plie, évidemment, avec la tempête. Mais le chêne, lui, tac, il casse avec la tempête. Et évidemment, la leçon, c'est de dire, quand vous êtes face à quelque chose qui est beaucoup plus puissant que vous, il vaut mieux être modeste et plier avec le vent. Donc, c'est toujours des leçons qu'on va donner aux enfants, hein, généralement. Ok. Alors, les personnages, on y va. On va recommencer du début. Vas-y, Tianyi, la première, puis Shin, puis Dongqi, puis Huijian. Le protagoniste d'une histoire est le personnage principal. Oui. Mon héros de conte préféré était Aladdin car il était courageux. Oui. Huijian, le dernier, vas-y.
L'adjuvant est le personnage qui aide le héros dans ses épreuves. Absolument. C'est toujours bâti de la même manière. Donc vous avez un protagoniste, donc c'est-à-dire une personne qui va être positive, qui va être en face des autres, et puis vous allez avoir un antagone, c'est-à-dire une personne qui va être contre le héros. Donc c'est généralement le bon et le méchant. C'est toujours cette idée-là. Après, vous avez des gens qui vont aider. Donc add comme adverbe, même chose, hein, adjuvant. C'est les sidekicks en anglais, hein. C'est ceux qui vont aider le héros à faire à arriver au but. Alors, très rapidement, quel est votre héros de conte préféré? Vivi, quel est ton héros de conte préféré? Hmm, euh, euh, Je vais tous vous poser la question, hein, donc réfléchissez. En chinois ou en Comme tu veux, comme tu euh, veux. 岳飞上那个英雄啊。Allez, Vivi, vas-y, plus vite, parce que là, euh, il est 53, hein, faut... Allez, vite. Eh ouais, bien sûr. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. C'est qui? J'ai oublié, c'est le prince, c'est The Monkey King. Je sais plus. Ah, d'accord, d'accord. C'est toujours pareil. Ouais, ouais, j'ai oublié comment on disait. C'est Wukong. Ouais, mais je ne sais plus comment. Singe. Le roi des singes. Le roi singe. Monkey King. Singe. Ah, le moine. Le moine, oui. Le moine cochon. Oui. Alors, autre chose. Héros. Vivi, tu n'as pas répondu encore. parce que je n'ai pas beaucoup d'idées. Aïe, aïe, aïe. Hui-chan, quel est ton héros de conte préféré? Hui-chan, il est parti dans les choux. Tiani, quel est ton héros de conte préféré? Et, c'est un héros chinois, c'est dans l'histoire. Et il s'appelle Jinke Ziqin. Ah, Il Dis rien. a assassiné le roi du Qin. Ah, c'est un assassin? Oui. D'accord. oui. C'est pas très reluisant. Non, parce que Euh, le roi est très violent, c'est pour ça. Ah, d'accord. Enfin, c'est quand même un meurtrier. Donc, généralement, c'est pas trop. Ok. Shin, quel est ton héros préféré? En fait, je vais donner un exemple héros grec parce que en fait, je suis grande fan de Sensia. donc, donc, je vis beaucoup de l'histoire grecque. Donc, en fait, je préfère héros Prometheus parce qu'il a fait le sacrifice pour les hommes pour avoir le, comment on dit, fire. Le feu. Le, Il a donné le le feu feu. aux hommes. Oui, Ouais. Prométhéeus, oui, c'est un des plus grands, c'est un des plus grands héros. Et il a été condamné parce qu'il a donné le feu aux hommes. Il a été condamné en fait à se faire dévorer le foie par un aigle. Éternellement, il a été enchaîné sur une pierre parce qu'il a donné le feu aux hommes. Effectivement. Oui, il y a d'autres héros qui sont absolument fabuleux. Moi, dans les héros français, celui que j'aime le plus, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je suis comme Vivi, j'ai pas vraiment d'idée. Un des contes, peut-être que je préfère le plus
En France, je crois, je crois que c'est le classique, hein, c'est La Belle et la Bête. Je crois que c'est un des contes que je préfère le plus. Euh, c'est vraiment très, très typique des contes français, vraiment. C'est de se dire, OK, on peut aimer même si les apparences sont contre nous. Même si l'apparence est horrible, on peut quand même aimer, je pense. Donc c'est quelque chose qui touche très fort en France, ce genre de choses. Et puis sinon, il y en a d'autres, hein, dans la mythologie grecque, il y en a beaucoup. Il y en a un, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Euh, c'est Orphée, Orpheus. Mais Alors en lui, fait, c'est mon préféré, je te laisse parler juste après. C'est mon préféré, Orpheus, parce qu'en fait, c'est pas un héros, c'est-à-dire c'est pas un super champion avec des pouvoirs incroyables, avec une force incroyable, avec une épée magique incroyable. Non, c'est juste un poète. Il n'est pas puissant, d'accord? Mais il est courageux. Et en fait, il est incroyablement courageux et il va rechercher sa femme en enfer. Donc, the guy goes to hell to get back his wife. He's crossing all hell to go to get her. Zero chance to succeed, but he's gonna do it anyway. Et ça, quand j'étais enfant, ça m'a marqué, mais ha! J'avais 6 ou 7 ans, mon père m'a lu ça, j'étais ah! Ça m'a vraiment marqué très très fort quand j'étais enfant, ça. C'est-à-dire, c'est le en, courage total, c'est de dire, ok, je n'y arriverai probablement pas, mais je le fais quand même. J'essaye quand même. On ne sait jamais. Incroyable. en fait, il est dans le comique Senseiya aussi. Ah oui, je sais pas. Je ne sais pas. C'est qui? C'est lui? C'est celui-là? Je pense que c'est dans le film. Donc, Dans le parce film? que, ouais, Oui. Alors, il est probable qu'il ait une lyre, parce qu'en fait, c'est un instrument de musique. Donc, tous les poètes ont une lyre. Donc, oui, c'est probable. Je pense que c'est ça, oui. Ça doit être ça. C'est sûrement ça, oui. Ça ressemble. À mon avis, c'est ça. Ok, bah bravo pour les références. Mais ce sont des contes, il n'y a pas de raison. Alors, waouh. On a presque fini. On va faire les éléments de la narration. Alors, Dongchi, est-ce que tu peux lire ça? L'intrigue, absolument. Donc, c'est the plot, hein, l'intrigue. Les épisodes, bah, comme dans une série sur Netflix, hein, c'est pareil. Et la façon, vas-y, je te laisse finir. La trame. La trame, c'est la structure, en fait. C'est la structure de l'histoire. C'est la structure d'un tapis aussi, hein, une trame. D'accord? C'est la base, la fondation de l'histoire. Alors, Huijen, est-ce que tu peux lire ça? Le En récit est dit. général, il Oui, y a quatre parties clairement différenciées dans un récit. récit. La situation initiale, c'est le début de l'histoire dans lequel on présente les personnages et le lieu. Continuez. Oui, vas-y, vas-y. L'élément perturbateur, c'est un événement inattendu qui va perturber la situation initiale et déclencher l'action. Les péripéties, ce sont Péripétie. péripéties, Oui. ce sont les aventures des personnages. L'état final,
c'est la fin du récit. Absolument. Bon, c'est facile à comprendre. C'est comme une dissertation, introduction, développement, conclusion. Donc il y a un élément qui va changer et qui va faire que le héros doit se lancer dans l'histoire. C'est bien sûr toujours la même trame, d'accord? Ok. Alors, on n'a pas tout à fait le temps de faire ça. On va quand même, je m'excuse si vous avez, on est un petit peu en retard, il est 20h02, mais si vous avez encore quelques minutes, je voudrais bien lire ça et après on arrête. Si vous devez partir, il n'y a pas de problème, hein, je vous laisse partir. Si vous pouvez rester, on finit ça et puis on arrête. Alors, très rapidement, Vivi, est-ce que tu peux lire la métaphore? Métaphore en établissant un lien de similitude entre un mot et un autre sans utiliser de comparatif, on crée une métaphore. On va créer une métaphore. Donc, on va par exemple dire j'ai des fourmis dans mon épée, ou bien par exemple la nature est en avance pour la saison. Euh, la nature ne peut pas être en avance, d'accord? Un train peut être en avance. Donc ici, on va personnifier la nature, on va donner, on va changer un tout petit peu, on va personnifier l'objet, c'est le deuxième. On va le faire, Tienyi, s'il te plaît, rapidement. Personnification lorsque l'on attribue des propriétés humaines à un animal ou à un objet inanimé. Oui, par exemple, le loup. Le loup peut parler. Bah, ça, c'est une personnification. Chine, une assonance. Une assonance. L'assonance est la répétition d'un même son de type voyelle dans une phrase. Donc, par exemple, ceci, veni, vidi, vici. Vous voyez, E, I. Ça, c'est une assonance. Allitération, donc chi. Oui, donc par exemple, ici, qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Ce. Ok? Ça, c'est une allitération. Donc, assonance, A-E-I-O-U. Allitération, toutes les consonnes. Question rhétorique. Huichen. C'est une question pour laquelle on n'attend pas de réponse. Oui, donc une question, c'est comment t'appelles-tu? Comment vas-tu? Est-ce que tu habites, je sais pas, est-ce que tu habites Beijing? Là, tu vas donner une réponse. Une question rhétorique, il n'y a pas de réponse. Donc, par exemple, ici, je sais pas moi, papa, tu dors vraiment? On n'attend pas vraiment de réponse parce que s'il dort, il va pas répondre. Tu es bête ou quoi? Il va pas dire oui ou non, d'accord? Donc, c'est une question rhétorique. En fait, c'est pas une vraie question. Ça ressemble à une question, mais c'est pas une vraie question. Et le dernier pour Vivi, la comparaison. La comparaison est la relation entre deux mots à l'aide d'un mot comparatif. Voilà, donc c'est si calme qu'on entend les mouches voler. Elle a les cheveux blancs comme neige. On va comparer blanc comme la neige. Blanc comme neige. Ok, voilà. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie tous. Merci d'être restés 5 minutes de plus. On n'avait pas fini. Je suis très content d'avoir eu des étudiants chinois. Ça me change un peu. Ça faisait longtemps. C'est drôle que vous soyez tous ensemble, en fait. C'est pas souvent, mais c'est bien, c'est pas mal. Donc, je vous remercie tous. Tienyi, Vivi, Jin, Dongchi, Huijian. Xie Zaijian. Merci. Au Merci revoir. à Bonne vous. soirée. Bonne Bye bye. soirée. Merci.